Pendant l'apogée du Troisième Reich, les dignitaires du régime national-socialiste menaient une vie marquée par le luxe, l'opulence et les privilèges. Grâce à des structures administratives et économiques efficacement organisées, ils accumulèrent d'énormes fortunes et adoptèrent un style de vie semblable à celui de l'ancienne noblesse européenne. Palais, manoirs, trains blindés, automobiles personnalisées et vastes collections d'art composaient l'environnement habituel de figures telles qu'Adolf Hitler, Hermann Göring et Heinrich Himmler. Le cercle le plus proche du Führer résidait dans des propriétés imposantes comme Karinhal, le domaine de Göring dans les forêts prussiennes, ou le Berghof, le refuge alpin de Hitler dans les Alpes bavaroises. Il se déplaçait à bord de luxueuses Mercedes-Benz 770K blindées, symbole de pouvoir et de sophistication, tandis que Hitler utilisait son train spécial, le Führer Sonderzug, équipé comme un quartier général mobile avec salle de conférence et système de défense. Leur quotidien comprenait des banquets avec vaisselle en argent, vins importés et chasses organisées pour l'élite du parti. Ils profitaient de vacances dans des stations thermales exclusives comme Bad Gastein ou dans les complexes touristiques d'Obersalzberg, toujours entourés d'œuvres d'art confisquées, de meubles au design exclusif et d'un cortège de domestiques personnels. Monuments de sang, les somptueuses demeures des hommes du Reich. Durant l'apogée du national-socialisme, les hauts commandements du nazisme jouirent d'une richesse sans précédent, comparable uniquement à celle de l'ancienne noblesse allemande qui gouvernait le pays à l'époque monarchique. Cela se reflétait dans les luxueux appartements du Führer et de ses hommes de confiance, comme Hermann Göring. Justement, Göring possédait l'un des domaines les plus impressionnants du nazisme, Karinhal. En 1933, l'État prussien fit don à Hermann Göring, en sa qualité de ministre-président de Prusse, d'un terrain d'environ 120 hectares pour son usage et plaisir à vie. Cette région est l'une des plus grandes zones boisées d'Allemagne, et déjà à cette époque, elle était considérée comme l'une des plus belles du pays. Göring commença à construire un immense complexe de domaines, avec un manoir, pour accueillir les hauts dignitaires nazis. En 1937, le nouveau Karinhal fut officiellement inauguré. La zone n'était plus un simple pavillon de chasse, mais une immense demeure forestière. Le nouveau complexe consistait en un bâtiment principal à 2 étages, flanqué de 2 ailes. Tout s'organisait autour d'une grande cour intérieure, accessible par une avenue encadrée de 2 rangées d'arbres anciens. Le bâtiment original était connu sous le nom de Grosse Halle, où Göring recevait ses invités autour d'une grande cheminée et d'une baie vitrée donnant sur la forêt. Le salon menait à 2 pièces, connues sous le nom de salon d'or et salon d'argent, où le ministre exposait en permanence les cadeaux offerts par les nobles et les riches. Tout le manoir était entouré de magnifiques jardins, ornés de statues en bronze d'animaux grandeur nature. Chaque fenêtre offrait une vue splendide sur les lacs et les forêts. Göring et son épouse habitaient dans le bâtiment central. L'aile gauche comprenait un salon de musique, une immense bibliothèque, une salle de sport, un sauna et une piscine couverte. L'aile droite avait été désignée comme aile des invités, avec des chambres, une salle à manger, une cuisine et les logements du personnel. Il faut dire que Göring était un patron bienveillant envers son personnel et que les logements du service étaient confortablement aménagés. Dans le nouveau Karinhal, les pièces affichaient un style luxueux et chargé, utilisant les meilleurs matériaux disponibles. Les sols étaient en marbre poli et recouverts de tapis coûteux. Des tableaux de Cranach et Rubens ornèrent les murs, parfois sur 3 ou 4 niveaux. Cette opulence contrastait même avec le mode de vie du Führer. Avec des habitudes plus solitaires, Hitler préféra vivre dans un appartement très luxueux, situé au numéro 16 de la place du Prince-Régent, dans le quartier de Bogenhausen à Munich. L'appartement occupait tout le 3e étage d'un imposant bâtiment de 5 étages, conçu dans le style jeune par l'architecte munichois Franz Popp entre 1907 et 1908. Hitler s'y installa en 1929, mais en janvier 1935, il engagea l'atelier Troost pour rénover et redécorer le spacieux appartement pour un coût exorbitant de 120 000 marks allemands, soit plus de 10 fois le salaire moyen de l'époque. Le 25 avril 1935, alors que l'appartement était sur le point d'être terminé, le Daily Telegraph publia un article sur les rénovations affirmant que le Führer supervisait les travaux
et que tout le mobilier et la décoration étaient réalisés selon les propres dessins de M. Hitler. Cet article, rédigé par la presse nazie, relatait l'amour du Führer pour l'art allemand et sa passion pour la musique, indiquant au lecteur que la décoration de son appartement suit la palette de couleurs héroïques allemandes de bleu, or et blanc, popularisée dans les opéras de Wagner, et que le mobilier est du même style. L'objectif de la propagande était de présenter Hitler comme un artiste et un connaisseur de la bonne culture, afin d'attirer l'attention de la haute société allemande, ses voisins dans le quartier le plus riche de Munich. Le Führer utilisait cet endroit non seulement pour se reposer, mais aussi pour conclure des accords et travailler sur la politique allemande. C'est dans cet appartement luxueux que fut signé le démembrement de la Tchécoslovaquie et que débutèrent les conspirations en vue des futures invasions de la Pologne et de la France. À mesure qu'il gagnait en pouvoir, Hitler passait de moins en moins de temps à Munich, répartissant son temps entre la vieille chancellerie, les centres de commandement stratégiques et le Berghof. Presque immédiatement après avoir terminé les travaux de son appartement à Munich, Hitler entreprit une grande extension et rénovation de la Haus Waschenfeld, un modeste chalet situé à l'Obersalzberg, l'endroit que la majorité des Allemands identifiaient comme la maison de leur Führer. Les travaux commencèrent à la fin de l'année 1935 et, une fois terminée, la maison fut connue sous le nom de Berghof, un vaste complexe étroitement surveillé. L'extension structurelle fut réalisée, selon les propositions de Hitler, par l'architecte bavarois Alois Degano. Les intérieurs furent conçus par l'atelier Trust, également en étroite collaboration avec Hitler. La plupart des photographies privées publiées de Hitler furent prises ici, car la montagne servait à humaniser le dirigeant allemand à travers son contact avec les animaux et les enfants. Il était courant de le voir dans les journaux, en civil, distribuant des friandises aux cerfs et aux jeunes enfants sous le soleil apparemment perpétuel des Alpes. Pour le monde entier, le Berghof rénové proclamait la maturité et la confiance de Hitler. Dans ces espaces majestueux et soigneusement conçus, le dirigeant de l'Allemagne saluait rois et princes, premiers ministres et maréchaux, chefs religieux, secrétaires d'État et ambassadeurs. C'est là qu'il négocia avec les puissances européennes qui se dressaient entre lui et sa vision d'un Reich allemand plus grand. À l'instar de la rénovation elle-même, le grand salon, pièce maîtresse du Berghof, devait afficher le nouveau pouvoir de Hitler, non pas celui de l'ancien caporal incitant à la rébellion dans les brasseries, ni celui du dictateur assassinant ses opposants de sang-froid, mais plutôt celui d'un homme d'État puissant, cultivé et surtout digne de confiance. Hitler passa plus d'un tiers de ses 12 années de pouvoir dans sa maison de montagne. Même la guerre ne semblait pas une raison suffisante pour renoncer à ses plaisirs. Et après 1939, le Berghof devint un quartier général militaire d'où il dirigeait les batailles et planifiait les stratégies. On dit que Hitler fut un pionnier du télétravail et que le grand salon était le centre de sa volonté de gouverner un empire depuis le confort du canapé de son salon. Le grand escroc. Comment Hitler a amassé sa fortune en escroquant l'Allemagne? Mais les biens immobiliers n'étaient pas la seule fortune dont disposait Hitler. Le Führer est mort riche, avec les coffres des banques allemandes et des comptes secrets en Suisse remplis à ras-bord. Sa passion pour l'argent commença bien avant de devenir le dirigeant de l'Allemagne, lorsqu'il fut reconnu comme idéologue. Bien qu'austère en ce qui concernait son image publique, Hitler aimait vivre dans le luxe. Il contrôlait rigoureusement les revenus qu'il recevait pour les articles qu'il écrivait et pour les droits de publication de ses photographies. Hitler se considérait comme un génie non reconnu, et dans le but de changer cette situation, il s'intéressa au pouvoir, à l'argent et à sa propre ascension dans l'échelle sociale. Plus d'une fois, Hitler lui-même décrivit en détail sa pauvreté et ses difficultés lorsqu'il s'efforçait de devenir artiste à Vienne, avant la Première Guerre mondiale, bien qu'il ait reçu un petit héritage. Être pauvre le remplissait de honte. Dans son livre Mein Kampf, dont les ventes lui rapportèrent des millions, il accentua la lutte pour l'existence du nouveau riche qui, selon Hitler, par ses propres efforts, avait atteint une position sociale plus élevée, laquelle supprime toute compassion et élimine tout sentiment pour la misère de ceux qui sont tombés du système. Plus d'une fois, Hitler démontra que devenir riche était l'un des grands objectifs de sa vie. Cependant, Hitler dépensa également des millions en cadeaux généreux et en contributions pour acheter la loyauté de politiciens et d'hommes d'affaires,
dans le but de les rendre dépendants de lui. Mais plus tard, il se ferait rembourser largement toutes ses dépenses. Dans son rôle de Führer, Hitler ne faisait pratiquement aucune distinction entre son propre argent, celui du parti nazi, et même celui des caisses de l'État. Il existe de nombreuses preuves de l'évasion fiscale morbide et de la corruption financière du Führer, dans sa résidence d'été à Obersalzberg, en Bavière, ou dans sa propre collection d'œuvres d'art. Hitler utilisait librement les fonds de l'État et ne payait jamais d'impôts. Si l'on prend comme référence ce qu'il devait toucher en tant que chef d'État de l'Allemagne, Hitler aurait dû gagner environ 7 800 000 marks avec le Troisième Reich. Cependant, on sait aujourd'hui que, depuis qu'il devint chancelier en 1933 jusqu'à sa mort, il amassa une fortune colossale de 700 millions de marks du Reich, soit plus de 3 milliards d'euros actuels. Une grande partie de cet argent provenait de transactions douteuses avec des entrepreneurs, d'accords surévalués, de vols et d'expropriation des victimes de l'Holocauste, ainsi que d'actes de corruption dans lesquels il pilla les caisses du Reich. Après la guerre, les propriétés et biens de Hitler, y compris une maison à Munich qu'il avait fait construire pour Eva Braun, furent remis à l'État de Bavière par les Alliés. Hitler n'eut pas d'enfant et, bien qu'il soit mort sans héritier direct, sa demi-sœur décédée, Angela Raubal, en eut, et il existe d'autres descendants de la mère de Hitler qui vivent dans la région du Waldviertel, au nord de l'Autriche. Ces prétendus héritiers demandèrent à Werner Maser, un historien allemand populaire de la période nazie, d'examiner quels droits ils pouvaient faire valoir, mais comme ils ne parvinrent jamais à s'entendre entre eux, aucune action judiciaire n'a encore été engagée pour réclamer les biens qui appartiennent toujours au gouvernement allemand. Führer et métal, Mercedes-Benz et les luxueuses automobiles du nazisme. Parmi les luxes dont Hitler jouissait en tant que chef du parti nazi figuraient les meilleures voitures que l'Allemagne pouvait produire, les Mercedes-Benz. Aujourd'hui encore, il s'agit des automobiles les plus élégantes et les mieux conçues au monde. La relation entre Hitler et le constructeur automobile dura près de 2 décennies, et l'entreprise produisit de nombreux véhicules ainsi que d'autres équipements pour l'effort de guerre allemand. Depuis le début de la révolution industrielle, il ne faisait aucun doute que l'ingénierie allemande occupait une position de leadership et de domination. Bien que la production manufacturière et industrielle de l'Allemagne ne puisse rivaliser avec celle des États-Unis, le fait que les automobiles aient pu être développées pour la première fois en Allemagne démontrait une véritable capacité pour une ingénierie imaginative, qui ne trouverait de réelle concurrence que dans quelques pays occidentaux pendant la première moitié du XXe siècle. Le nom Mercedes provient de l'un des agents commerciaux de la compagnie, Emil Jelinek, qui, au début du siècle, n'était pas satisfait des voitures à empattement court équipées de moteurs Daimler. Jelinek, consul austro-hongrois en Allemagne, avait une prédilection pour la vitesse. Travaillant comme agent commercial pour Daimler à Nice, en France, Jelinek commanda un nouveau modèle, promettant d'acheter personnellement les 36 premières unités, à condition que le nom de sa fille aînée adolescente figure sur la voiture. Il alla même jusqu'à changer son nom de famille en Jelinek Mercedes en 1903. L'emblème à l'étoile à 3 branches, inspiré par Gottlieb Daimler, symbolise le transport terrestre, aérien et maritime. Ferdinand Porsche rejoignit Benz et devint ingénieur en chef en 1923. En raison de la grave crise qui frappait l'Europe, les deux entreprises fusionnèrent en 1926 pour former Daimler-Benz. Les voitures fabriquées chez Daimler furent rapidement désignées sous le nom de Mercedes-Benz, parfois abrégé en MBZ dans la littérature automobile. Porsche créa la série Mercedes suralimentée, dont le SSKL Supersport Kurzleicht devint l'incarnation ultime de la performance. Son son distinctif était attribué au surcompresseur surnommé « souffleur d'éléphant », qui produisait un rugissement puissant en doublant presque la puissance. En 1929, le docteur Hans Nibel prit le poste d'ingénieur en chef et développa les Mercedes-Benz 500K et 540K, devenus légendaires pour leur performance et leur esthétique. Hermann Ahrens fut le designer interne des carrosseries à Sindelfingen, où furent également fabriqués les moteurs MBZ-5 12 dB 6 cents pour les avions de la Luftwaffe, comme le Messerschmitt Me 109. Ces voitures devinrent un emblème des SS,
et plusieurs versions personnalisées furent utilisées par les officiers de haut rang. Hitler avait toutes les raisons d'être fier de la meilleure voiture de son pays. En 1939, lorsque l'Allemagne nazie et l'Union soviétique signèrent un pacte de non-agression, Hitler offrit à Joseph Staline une Mercedes-Benz Roadster suralimentée avec siège arrière. Après l'invasion de l'Union soviétique par l'Allemagne en 1941, brisant ainsi le pacte, Staline refusa d'utiliser la voiture et la donna à l'un de ses généraux. Hitler utilisa au total 5 voitures de type 770K décapotables pour son cortège en Allemagne. Cependant, le Führer lui-même voyageait dans une voiture à toit rigide et fortement protégée. Le fait que l'archiduc François Ferdinand ait été assassiné à Sarajevo en 1914 alors qu'il circulait en voiture décapotable a pu influencer Hitler à toujours utiliser des berlines Mercedes-Benz fermées, sauf lors de défilés où il souhaitait se montrer. Cette précaution fut confirmée après l'assassinat du général Reinhard Heydrich à Prague en 1942 dans une voiture décapotable, événement à la suite duquel Hitler passa commande de 20 berlines blindées MBZ 540 000. Hitler avait déjà opté pour des limousines fortement blindées et avait auparavant commandé 2 modèles supplémentaires de 770 000. Le modèle 770 000 était connu sous le nom de Grosser Mercedes Offener Tourenwagen. Avec son moteur 8 cylindres en ligne de 7655 cm3, un simple arbre à cam en tête et un double carburateur, produisant 230 chevaux vapeur grâce au surcompresseur, le véhicule pouvait atteindre les 193 km/h, malgré un poids de 4500 kg. Ce poids énorme s'expliquait en partie par le blindage supplémentaire de 6 mm au sol et de 3 mm sur les portes, ainsi que par un verre pare-balles de 40 mm d'épaisseur. Il y avait 3 sièges pliables derrière le siège du conducteur, ce qui permettait à la voiture d'accueillir jusqu'à 9 personnes. Entièrement tapissée de cuir, elle possédait un plancher surélevé de 5 pouces sur la droite, afin que Hitler paraisse plus grand lorsqu'il se tenait debout. Le siège avant se repliait vers l'arrière pour lui donner plus d'espace. La voiture était équipée d'un réservoir d'essence de 51 gallons et avait une autonomie de 150 miles, mais ne faisait que 3 miles par gallon en ville. Elle possédait également une suspension indépendante à ressort sur les 4 roues, des freins à commande hydraulique à double circuit et des pneus de 8,25 sur 17 pouces. Hitler commanda une autre Mercedes 770K entièrement fermée en 1943, équipée d'un toit en acier renforcé et blindé, en plus du reste des équipements de sécurité et du confort de ses voitures précédentes. Hitler voulait transmettre au monde la supériorité de l'ingénierie allemande. À l'époque, l'Allemagne était en retard en matière de motorisation. Hitler promit au peuple allemand de développer rapidement l'industrie automobile et lança un programme de construction rapide du réseau autoroutier dont la première section fut inaugurée en mai 1935. Avec le soutien du gouvernement, Mercedes-Benz doubla sa production, passant de 6 000 voitures en 1932 à 12 000 en 1934. En 1935-1935, ce chiffre avait plus que doublé, atteignant 25 000 unités. Bien qu'on ne connaisse pas le nombre exact de voitures blindées, 770 000 fabriquées par l'entreprise allemande, on sait que d'autres hauts dignitaires nazis comme Göring, Himmler et Goebbels disposaient de leurs propres modèles. Colosses d'acier, les impressionnants trains blindés du Führer. Mais les voitures n'étaient pas le seul moyen de transport exagérément protégé des hauts dignitaires nazis. Le Führer Sonderzug, ou train spécial du Führer, était le moyen de locomotion qu'Adolf Hitler utilisait pour ses longs déplacements en Allemagne et en Europe. Son histoire remonte à 1937, lorsque Hitler commanda un train spécial à la Deutsche Reichsbahn pour ses voyages. Après 2 années de conception, le train fut prêt en août 1939. Il fut initialement baptisé Führer Sonderzug Amerika, puis renommé Brandebourg. Pendant la guerre, le train servit de quartier général mobile au Führer jusqu'à la campagne des Balkans. Toutefois, Hitler continua de voyager à son bord tout au long de la guerre entre ses différents quartiers généraux. Le train pesait 1200 tonnes et sa longueur maximale atteignait 430 mètres. Il pouvait voyager à une vitesse comprise entre 80 et 120 km/h.
Les wagons n'étaient pas blindés, mais des wagons de transport standard adaptés aux besoins du Führer. Par exemple, le wagon privé de Hitler comprenait une salle de bain en marbre renforcée par un couvercle en béton pour prévenir les attentats. Les wagons furent construits dans les années 1930 par 3 entreprises allemandes, Henschel et Fils, Krauss-Maffei-Wegmann et Krödé. L'intérieur fut conçu par une célèbre entreprise de Munich dans un style art déco simple. Chaque wagon était équipé de chauffage et de climatisation, ce qui était assez inhabituel à l'époque. La configuration du train variait selon les besoins et le nombre de personnes à bord, de 10 à 16 wagons, et une longueur de 300 à 430 mètres. Le train pouvait transporter plus de 200 personnes. Toutefois, la disposition des wagons principaux demeurait inchangée, comprenant les wagons de défense et de communication ainsi que le wagon personnel de Hitler. La composition exacte du train reste inconnue, mais des études historiques montrent qu'il était équipé de 2 locomotives, permettant au convoi de fonctionner même en cas de défaillance d'une machine. Cependant, utilisant des locomotives à vapeur, celles-ci devaient être remplacées tous les 200 km par une nouvelle locomotive chargée de charbon. De chaque côté du train se trouvait un véhicule anti-aérien SDPL, 4 I-39, chacun équipé de 2 canons anti-aériens Flak-Vierling 38 à 4 tubes, avec un espace central pour l'équipage et les munitions, afin de se défendre contre des attaques terrestres et aériennes. Les canons anti-aériens de 20 mm atteignaient une distance de 4,7 km au sol et 2500 mètres d'altitude, avec une cadence de tir de 800 coups par minute. La voiture personnelle de Hitler, ou Führerwagen, était une voiture Pullman DRB et comprenait une antichambre gardée par 2 gardes du corps, un salon avec une grande table et des canapés en érable veiné, la chambre de Hitler avec un simple lit individuel, une salle de bain en marbre, 3 chambres pour invités, une salle de douche et une autre antichambre avec 2 gardes du corps. La voiture de commandement et de communication comprenait une salle de conférence et était équipée de tous les dispositifs de communication les plus modernes, une salle stratégique et des salles de télécommunication avec téléscripteurs et dispositifs de chiffrement, un central téléphonique pour appels internes et externes, et une salle radio avec une machine Enigma pour coder et décoder les messages. Le reste du train se composait de wagons pour le personnel des SS, les délégations politiques et les invités. Ce train joua un rôle de premier plan pendant la Seconde Guerre mondiale. Le 3 septembre 1939, America fut utilisé pour la première fois comme quartier général de guerre, permettant à Hitler de suivre de près la campagne de Pologne avec son état-major. En octobre 1940, Hitler utilisa son train spécial pour se rendre en France, où il tint plusieurs réunions diplomatiques. En avril 1941, le train était stationné à Mönchkirchen, une petite ville près de Vienne, où Hitler dirigea l'attaque contre la Yougoslavie après la tentative infructueuse de Mussolini de conquérir la Grèce. Il y célébra son 52e anniversaire avec son équipe. En août 1941, Hitler et Mussolini se rencontrèrent à Anlage Sud pour débattre de la conduite de la campagne contre l'Union soviétique. Cette installation comprenait 2 tunnels renforcés, construits à 30 km l'un de l'autre pour protéger 2 trains de possibles bombardements. Le train de Hitler était stationné dans le tunnel de Střížov et celui de Mussolini dans le tunnel de Stepina. Finalement, le 7 mai 1945, après la mort de Hitler, les SS décidèrent de faire exploser et d'incendier son wagon personnel près de Malnitz. Un autre grand projet ferroviaire nazi fut le Breitspurbahn, ou chemin de fer à voie large, proposé par Adolf Hitler à l'apogée du régime nazi, qui devait utiliser des voitures à 2 étages pour relier les principales villes de la Großdeutschland, la Grande Allemagne que Hitler projetait une fois l'Europe conquise. À mesure que l'Allemagne se développait sous le joug du nazisme, le trafic commercial et civil augmentait grâce aux stimulations économiques et les chemins de fer allemands durent faire face à un sérieux problème de capacité. En conséquence de cette situation, et en partie poussé par ses objectifs militaires, le gouvernement commença à préparer des plans pour moderniser le réseau ferroviaire et accroître sa capacité de transport. Hitler estimait que l'écartement standard utilisé internationalement était obsolète et trop étroit pour le développement complet des chemins de fer. De plus,
Sa vision de l'Empire allemand comme essentiellement un empire terrestre le poussait à imaginer les nouveaux chemins de fer comme l'équivalent terrestre des transatlantiques et cargos qui reliaient l'Empire britannique. Hitler accepta une proposition de Fritz Todt de construire un nouveau chemin de fer à écartement impérial de haute capacité, avec un écartement notablement plus large, atteignant 3 mètres. Les objections des experts ferroviaires furent nombreuses. Par exemple, ils prévoyaient des difficultés à introduire un nouvel écartement incompatible avec l'existant. Ils proposèrent plutôt de construire des lignes standards à quadruple voie et ne voyaient aucune utilité à la vaste capacité de transport d'un tel chemin de fer. Toutefois, ces objections furent ignorées par Hitler, qui ordonna la construction des premières lignes du Breitspurbahn entre Hambourg, Berlin, Nuremberg, Munich et Linz. Cependant, il ne se développa jamais au-delà de la planification des lignes et des premiers travaux topographiques. En raison des réparations économiques imposées à l'Allemagne après sa défaite lors de la Première Guerre mondiale, la compagnie ferroviaire allemande, la Deutsche Reichsbahn, manqua durant plusieurs années des fonds nécessaires à une expansion adéquate et à un entretien suffisant de son réseau de voies et de matériel roulant. Par ailleurs, les nouvelles locomotives et wagons étaient extrêmement coûteux à prototyper et le projet tomba dans l'oubli à mesure que l'Allemagne perdait la guerre. La culture du pillage nazi, le vol sans scrupule d'œuvres d'art et d'artefacts. Parmi tous les vols d'œuvres d'art les plus déshonorants de l'histoire, celui perpétré par le Troisième Reich fut le plus monumental, avec le pillage de plus de 20% de l'art européen à la fin de la Seconde Guerre mondiale. En partie dû à l'attaque systématique contre le modernisme, en partie issue du désir de Hitler de créer un Führermuseum, une sorte de musée d'art universel dans sa ville natale de Linz, en Autriche, où il exposerait toutes les œuvres d'art européennes les plus précieuses et acclamées, les membres du parti nazi commencèrent à piller et cacher des œuvres dans des lieux comme le musée du jeu de paume à Paris, le quartier général nazi à Munich, ainsi que dans des grottes et des mines à Merkur, Altaussee et Siegen. Cette attaque contre la culture provoqua une réaction des Alliés, et des volontaires commencèrent à dissimuler et protéger des œuvres dans des institutions nationales, bien que les collections privées fussent souvent confisquées car peu protégées. Du musée du Louvre à Paris jusqu'à la National Gallery britannique, des travailleurs et des résistants commencèrent à transférer les œuvres d'art vers des refuges pour les préserver du pillage nazi. Des monastères ruraux à une immense carrière d'ardoise au pays de Galles, l'art européen fut dissimulé dans les endroits les plus inattendus pour protéger le patrimoine culturel de nombreux pays et siècles. Malgré ces efforts, des milliers d'œuvres furent volées à des propriétaires privés ou institutionnels, circulant ensuite dans les foyers et bureaux de certains des membres les plus influents du mouvement nazi. Encouragé par Hitler et Goebbels, l'intérêt du parti nazi pour l'art apparut tôt, et les premières confiscations commencèrent en 1938. Les nazis souhaitaient débarrasser l'Allemagne de l'art créé pendant la République de Weimar, période de 1924 à 1930, lorsque l'Allemagne était un centre culturel européen majeur, notamment dans les domaines de l'art, du cinéma et de la littérature. La décadence de Weimar suscita la colère des nazis, et Hitler commença à fermer les écoles d'art dès 1933, avec l'objectif de purger le prétendu art dégénéré des institutions publiques allemandes. Parmi les œuvres considérées comme dégénérées par les nazis figuraient des artistes modernes français et allemands liés au cubisme, à l'expressionnisme et à l'impressionnisme. Environ 16 000 pièces furent retirées et en 1938, le parti nazi déclara la purge de tous les musées allemands. Après ces purges, des expositions de art dégénéré furent organisées avec le soutien de l'État, expliquant aux Allemands quel type d'art moderne était désormais inacceptable dans le nouveau Reich allemand. Peu après, en 1939, une vente aux enchères de 126 œuvres d'art dégénérées eut lieu à la galerie Fischer de Lucerne, en Suisse, afin de générer des revenus pour le parti. Les œuvres modernes mises aux enchères, pour la plupart expulsées auparavant des institutions allemandes, incluaient des tableaux de Van Gogh et Matisse. Hitler voulait faire émerger une nouvelle créativité artistique et culturelle en Allemagne, selon une perspective consciente de la race, propre à la culture nazie, remplaçant ce qu'il appelait la décadence juive
de la République de Weimar. Pour les nazis, l'art acceptable et souhaité incluait les maîtres anciens flamands et hollandais, les œuvres médiévales et de la Renaissance allemande, les pièces de la Renaissance et du baroque italien, les œuvres françaises du XVIIIe siècle, ainsi que les peintres réalistes allemands du XIXe siècle. Le pillage des œuvres d'art, d'abord fondé sur une idéologie, devint une politique d'État organisée. Pour les officiers nazis en quête de statut social et de promotion au sein du parti, collectionner et offrir des œuvres d'art confirmait leur engagement envers les idéologies raciales nazies dans le Reich. C'était une manière d'imiter Hitler et Göring. Toutefois, certains hauts dirigeants nazis dévièrent de ce modèle. Par exemple, Joseph Goebbels, ministre de la propagande du Reich, collectionna des œuvres d'expressionnistes allemands, et le ministre des Affaires étrangères Joachim von Ribbentrop acquit des peintures impressionnistes de Manet. Les premières confiscations officielles commencèrent en Autriche après l'Anschluss de 1938, l'annexion de l'Autriche au Reich allemand. Les confiscations en Pologne débutèrent en 1939. Rapidement, des agences bureaucratiques nazies furent créées dans les territoires nouvellement occupés, chargées de saisir les œuvres d'art. Par exemple, les collections des familles juives influentes de Vienne furent les premières confisquées, et les Juifs, qui ne prévoyèrent pas de quitter la Grande Allemagne, devaient enregistrer leurs biens auprès de la police locale. Les œuvres d'art servirent souvent à financer les visas de sortie et les taxes. De nombreuses personnes persécutées par les nazis ou opposants politiques de Hitler cherchèrent à fuir l'Allemagne au milieu des années 30. Lorsque les nazis interdirent l'exportation de devises, les émigrés fortunés commencèrent à investir dans l'art. En raison du manque de devises étrangères utilisables, les œuvres d'art devinrent souvent une alternative à l'argent. Même en 1939, l'art ne pouvait sortir d'Allemagne qu'en tant que propriété personnelle. Ainsi, l'art se transforma en argent liquide pour les trafiquants d'esclaves, nazis ou non, et pour les victimes du nazisme, qui l'utilisaient comme actif liquide et sûr. Presque tous les marchands d'art européens qui achetaient et vendaient à des Allemands ou des nazis profitaient de leurs clients ignorants ou mal informés dans les zones occupées, et occupants comme occupés s'exploitaient mutuellement. Les Juifs possédaient nombre des galeries d'art les plus connues, et certains étaient marchands d'art. En avril 1938, Göring publia le « Décret sur la déclaration des biens juifs », qui imposait qu'au plus tard, le 30 juin 1938, tout juif du Reich évalue tous ses biens, nationaux et étrangers, et en informe les autorités nazies. Les œuvres d'art confisquées étaient souvent réservées aux collections privées nazies et allemandes, tandis que certaines pièces étaient vendues à des acheteurs de pays neutres comme la Suisse, afin de lever des fonds pour acquérir encore plus d'œuvres et de matériel pour la machine de guerre nazie. De plus, la Suisse offrait un vaste marché pour la vente de l'art dégénéré. Le marché de l'art parisien fut le plus actif durant les années de guerre. Les maisons de vente aux enchères et les marchands français vendaient des œuvres à des prix exorbitants aux Allemands intéressés. Les trésors artistiques des Pays-Bas venaient ensuite en popularité pour le pillage, et le marché italien regorgeait aussi de marchands profitant des Allemands et nazis en gonflant les prix et engrangeant des bénéfices excessifs aux dépens de leurs alliés allemands. À mesure que les confiscations s'intensifiaient durant la guerre, les nazis mirent en place un plan pour rapatrier les œuvres vers l'Allemagne et l'Autriche. Ils commencèrent à les stocker dans des mines de sel et des grottes pour les protéger des bombardements alliés. Ces lieux offraient les conditions d'humidité et de température idéales pour la conservation des œuvres. En 1945, à la fin de la guerre, les Alliés découvrirent des dizaines de dépôts officiels et clandestins remplis de milliers d'œuvres d'art, de sculptures et d'artefacts inestimables. La grande majorité d'entre eux furent réinstallés grâce à d'amples programmes de récupération patrimoniale qui se poursuivent encore aujourd'hui. Le diable s'habille en uniforme. Les élégants uniformes dessinés des SS. On peut dire beaucoup de choses sur le régime nazi, terrible et abominable, mais une chose est incontestable, son grand sens de l'esthétique et de la propagande. Un ordre proche de la perfection, une milice disciplinée et compétente, et bien sûr la poursuite d'un idéal de supériorité visuelle et esthétique. C'est pourquoi on parle tant des uniformes durant la période du Troisième Reich, comme l'aspect le plus visible et marquant de cette quête pour paraître et se sentir suprême.
Pour comprendre pleinement ce fort sentiment d'identification recherché par le Troisième Reich, il faut remonter au début du XXe siècle. À cette époque, les Allemands avaient du mal à affirmer une identité commune, en raison de l'union de territoires disparates sous le règne d'Otto von Bismarck. Cette réunion d'États différents, bien que compatibles, donna naissance à un vaste territoire peuplé de gens et coutumes très similaires, mais sans réelle unité nationale. Cela se reflétait dans les uniformes des soldats, tous différents, alors que l'un de leurs objectifs principaux est précisément de générer un sentiment d'appartenance entre ceux qui les portent. Au moment de la Première Guerre mondiale, bien que tous les soldats de cette Allemagne en formation portaient un uniforme unique et une couleur standard, cet uniforme ne véhiculait aucune véritable identité. Le Parti national-socialiste naquit avec l'objectif de redonner fierté et dignité au peuple allemand après sa défaite et son humiliation par les vainqueurs de la Grande Guerre. Ce peuple portait le stigmate d'être le responsable du conflit, ce qui provoqua son isolement par la communauté internationale et lui valut d'énormes réparations. Ce n'était pas une bonne époque pour être allemand, et beaucoup en avaient honte. C'est précisément dans cette faille de l'estime de soi que le parti nazi trouva l'opportunité de mobiliser les masses allemandes. Hitler comprit très tôt qu'il fallait redonner un sentiment d'appartenance à la population. C'est pourquoi, afin de consolider une identité aryenne forte, il fallait, entre autres choses, trouver l'uniforme adéquat. De nombreux historiens et spécialistes affirment qu'il existe une fascination générale pour les uniformes, car ceux-ci suggèrent communauté, ordre, compétence et autorité légitime. Cette vision donne à l'uniforme une signification immense, comme s'il autorisait à commettre les atrocités que les Allemands ont perpétrées. En d'autres termes plus tranchants, c'est l'uniforme qui fait le nazi, le transformant en un être destiné à la mort et à la destruction. Adolf Hitler initia cette réforme esthétique avec sa milice personnelle, la SS. Ce groupe de soldats fidèles agissait comme ses confidents et sa garde rapprochée, car au début de son ascension, il ne pouvait pas pleinement faire confiance à l'armée allemande. Ses deux branches principales étaient la Allgemeine SS, ou SS générale, et la Waffen-SS, les SS armées. La Allgemeine SS était responsable d'appliquer la politique raciale nazie et agissait comme police générale, tandis que les Waffen-SS formaient des troupes de combat intégrées aux forces armées. Un troisième groupe, les SS Totenkopfverbände, gérait les camps de concentration et d'extermination et exécutait les tâches les plus inhumaines du Troisième Reich. Ce groupe d'élite commença à porter l'uniforme noir classique et élégant, orné du symbole SS et de la célèbre tête de mort, qui entrerait dans l'histoire comme l'uniforme militaire emblématique du nazisme. En laissant de côté le fait que la SS fut l'une des forces paramilitaires les plus sinistres, cruelles et inhumaines de l'histoire, il est indéniable que ces uniformes comptent parmi les plus élégants jamais conçus. Il y avait des raisons soigneusement calculées derrière cela, pensées froidement par les dirigeants allemands. Premièrement, ce n'était pas un simple vêtement, mais un produit fabriqué de manière extrêmement professionnelle. C'était de la qualité. Selon le rang et la hiérarchie, chaque uniforme variait pour les cérémonies, les défilés ou le combat. Les nazis adoraient le symbolisme et l'esthétique visuelle. Ils voulaient être fièrement reconnaissables car ils se considéraient comme la race supérieure. C'est pourquoi ils cherchaient à faire de l'esthétique du Troisième Reich une icône. Les dirigeants nazis, et en particulier Adolf Hitler, artiste raté, connaissaient le pouvoir de l'image et comprenaient que pour s'imposer au monde de manière puissante, ils avaient besoin d'un appareil de propagande monumental. La production culturelle de l'Allemagne nazie, en dehors de son idéologie funeste, fut ultérieurement respectée, du cinéma à la photographie, en passant par les arts plastiques et la musique, et toute cette culture, tous ces personnages, devaient être habillés de manière à paraître supérieurs, comme les dirigeants de la planète. Les cerveaux derrière le design de ces uniformes furent l'artiste Karl Diebitsch et le graphiste Walter Heck, tous deux fervents partisans du régime nazi. Mais il manquait encore une pièce maîtresse, l'un des plus grands créateurs de vêtements de l'histoire, Hugo Boss. En avril 1931, alors que le Führer n'était pas encore arrivé au pouvoir, Boss décida d'adhérer au parti nazi. Son numéro d'adhérent était le 508 889. Il comprit alors que la grande opportunité commerciale résidait dans l'habillement des troupes hitlériennes. En 1933,
Hugo Boss avait déjà décidé que son avenir serait de fournir les uniformes au Waffen-SS, une unité d'élite créée par Hitler pour sa protection, au SA, une organisation paramilitaire du Parti national-socialiste, et à l'ensemble des jeunesses hitlériennes. Dès ce moment, les commandes affluèrent dans son petit atelier jusqu'à ce qu'en 1935, Boss décide d'abandonner la confection de vêtements civils pour se consacrer exclusivement à la fabrication d'uniformes. À ce moment-là, toutes branches nazies confondues, l'atelier produisait plus de 3 millions de ces tenues. En 1939, avec l'invasion de la Pologne, la marque connut une croissance exponentielle, car on lui demanda de fournir les uniformes des nouveaux soldats et citoyens. Boss était déjà devenu l'un des entrepreneurs les plus riches d'Allemagne. Le petit atelier de Metzingen était ainsi devenu la deuxième entreprise textile la plus importante du Reich, générant des millions de profits chaque année. À mesure que la guerre s'étendait en Europe, la majorité des travailleurs de l'atelier furent envoyés au front. Toutefois, les troupes de Hitler vinrent à sa rescousse. Elles lui fournirent environ 200 prisonniers des camps de concentration, principalement juifs, qu'il utilisa comme main-d'œuvre esclave, ressource que l'industriel n'hésita pas une seconde à exploiter. À la fin de la guerre, la situation changea radicalement pour Hugo Boss, qui passa du statut d'entrepreneur respecté à celui d'accusé de collaboration avec le Troisième Reich. Il fut déclaré bénéficiaire du régime nazi et son entreprise fut qualifiée d'importante dans le tissu économique de la dictature hitlérienne. Ces deux accusations lui firent perdre son droit de vote et il fut condamné à une amende de 100 000 marks, soit environ 213 000 $ actuels. S'il est vrai que l'entreprise participa à la croissance de l'Allemagne nazie, elle ne fut pas reconnue coupable de crimes contre l'humanité. Vice-bourgeois, les maîtresses des plus grands dirigeants du Reich. Bien que les nazis valorisaient et promouvaient les valeurs familiales traditionnelles, il existe des histoires cachées qui démontrent que leur devise semblait plutôt être « Fais ce que je dis, pas ce que je fais ». La propagande encourageait les femmes allemandes à être fidèles à leur mari, à avoir de nombreux enfants et à rester au foyer. Bien que les nazis ne rejetaient pas les relations sexuelles extra-conjugales, ils les recommandaient généralement dans un but de reproduction. « Le Reich a besoin d'enfants », répétait la radio dans les foyers de la classe moyenne et supérieure. Cependant, les hauts dignitaires nazis, dotés d'un pouvoir et d'une influence extrême, eurent plusieurs aventures amoureuses qui, bien que tenues secrètes, finirent par être révélées. Le premier cas qui mérite d'être mentionné est celui de Heinrich Himmler, qui eut 2 enfants avec sa secrétaire. Himmler était le chef des infâmes SS, une force spéciale servant de bras armés paramilitaires de Hitler et qui agissait aussi comme garde du corps des hauts responsables nazis. Cet homme sinistre fut l'un des principaux architectes de l'Holocauste, c'est-à-dire de l'asservissement et de l'extermination systématique de plus de 6 millions de Juifs. Selon plusieurs rumeurs, Himmler serait resté vierge jusqu'à la mi-vingtaine. On pense qu'il avait peur du sexe, bien que l'on ignore si cela provenait d'un traumatisme d'adolescence ou d'un choix idéologique personnel. De nombreux historiens penchent pour la seconde hypothèse, car en 1928, Himmler épousa Margaret Boden et le couple eut une fille, Gudrun. Les premières années, le mariage fut heureux, mais à mesure que Himmler gagnait en pouvoir, il perdit ses scrupules. En 1939, il entama une liaison avec sa secrétaire, Hedwig Potast, surnommée Bunny, qui avait 12 ans de moins que lui. La relation dura des années, fut passionnée et fructueuse. Ils eurent 2 enfants, Helge et Nanette Dorothea. Pour passer plus de temps avec Bunny, Himmler lui fit construire une maison à Berchtesgaden, un lieu de villégiature prisé des nazis. Selon son entourage, Himmler était réellement amoureux de Bunny, et non de sa femme. Ses proches affirmaient que sa jeune maîtresse le rendait plus détendu et humain. Inutile de dire que, à la naissance du 2e enfant, tout le monde connaissait la liaison, y compris son épouse. En l'apprenant, Margaret se sentit humiliée. Le couple ne s'aimait plus, et après leur séparation, Himmler garda des liens étroits avec sa fille jusqu'à son suicide au cyanure à la fin de la guerre. Un autre coquin fut Martin Bormann, le brutal secrétaire privé de Hitler, qui obtint un pouvoir obscène grâce à son contrôle sur l'agenda du Führer. Bormann était marié à Gerda Busch, une femme d'une grande beauté.
Il serait difficile de dire que Bormann s'ennuyait avec sa femme, car ils eurent 10 enfants. Pourtant, la charmante Gerda ne suffisait pas à satisfaire l'insatiable appétit sexuel de Bormann, qui eut plusieurs maîtresses. L'une de ses favorites fut l'actrice allemande Manja Behrens, dont il tomba éperdument amoureux, au point de confesser l'idylle à son épouse. Bien que Gerda fût une femme de caractère, sa réaction fut surprenante. Elle soutint la relation de son mari et insista pour que Manja emménage dans leur maison. Son idée était que Manja soit disponible sexuellement pour son époux lorsqu'elle-même serait enceinte. Gerda alla jusqu'à proposer un contrat accordant à la maîtresse les mêmes droits qu'elle, en tant qu'épouse légitime. Elle voulut même suggérer à Adolf Hitler une loi autorisant les hommes aryens à avoir 2 épouses. Évidemment, cela dépassa les limites pour Manja, qui mit fin à la relation avec Bormann. Au lieu d'entretenir une liaison sordide avec un haut dignitaire nazi, elle préféra travailler de longues heures dans une usine d'armement. Après la Seconde Guerre mondiale, elle devint une actrice à succès et épousa le scénographe Karl von Appen. Dans les années 1960, elle fut interdite de cinéma après que sa relation avec Bormann fut rendue publique, bien qu'elle continuât à jouer au théâtre. Et, puisqu'on parle de passion pour les actrices, on ne peut passer sous silence Joseph Goebbels, habile ministre de la propagande du Reich. Il fut l'un des collaborateurs les plus fidèles de Hitler et un fervent défenseur de l'Holocauste, en plus d'être à l'origine de nombreuses théories modernes en matière de communication politique. Mais au-delà de son immense pouvoir, Goebbels avait un appétit sexuel insatiable. Décrire toutes ses aventures serait impossible ici, alors concentrons-nous sur les plus notables. En réalité, Goebbels était marié. Il épousa en 1931 Magda Ritschl, qui à l'époque était mariée au riche industriel Günther Kant, qu'elle trompa avec le conseiller de Hitler. Mais la relation entre Goebbels et Magda était étrange. On apprit plus tard que Magda détestait Goebbels et qu'elle était réellement amoureuse de Hitler, qui semblait partager ses sentiments, bien qu'il n'ait jamais eu de relation physique. Apparemment, Magda épousa Goebbels uniquement pour rester proche de Hitler. Malgré cela, le couple eut 6 enfants. Goebbels adopta également Harald Quandt, le fils que Magda avait eu de son premier mariage. Goebbels était au courant des sentiments de Magda pour Hitler, et bien qu'un peu jaloux, il se vengea largement. Dans l'industrie cinématographique, le ministre de la propagande était célèbre pour ses relations avec d'innombrables actrices en devenir. Si vous vouliez obtenir un rôle dans un film, il fallait passer par la chambre de Goebbels. Son obsession pour les femmes devint problématique lorsqu'il rencontra l'actrice tchèque Lida Baharová, avec qui il entretint une relation passionnée entre 1937 et 1938. Finalement, Goebbels révéla à son épouse Magda l'existence de sa maîtresse tchèque. Il envisageait même de fuir avec Lida au Japon. L'affaire fut si intense que Magda s'adressa à Adolf Hitler pour demander son aide. Le Führer ordonna alors à Goebbels de cesser ses aventures sexuelles, arguant que son ministre devait incarner l'image de la famille parfaite. Les nazis détruisirent la carrière de Lida. La Gestapo la surveillait en permanence et s'assura de la diffamer partout. Bien qu'elle ait tourné dans quelques films italiens, Lida dut lutter toute sa vie pour maintenir sa carrière d'actrice. Métal corrompu, les sinistres anneaux de la mort de la loge de Himmler. Parmi les luxes les plus étranges du nazisme, on trouve les décorations singulières que Hitler et Himmler attribuaient aux officiers décorés des SS. Parmi elles se distinguent 3 insignes qui conservent encore aujourd'hui une grande valeur historique en raison de leur design et de leur symbolisme. L'anneau de la mort, l'épée courbe et la dague d'honneur. L'anneau d'honneur des SS, mieux connu sous le nom d'anneau de la mort, Totenkopfring, était une décoration des Schutzstaffel. Cependant, ce n'était pas une reconnaissance officielle de l'État, mais un cadeau personnel attribué par Heinrich Himmler lui-même aux membres distingués des SS. Il devint une décoration très convoitée, invendable, et même durant le régime nazi, des répliques falsifiées furent fabriquées. L'anneau de la mort fut initialement remis aux officiers supérieurs de la vieille garde des SS, qui étaient moins de 5000. Par la suite, il fut attribué à tous les membres des SS diplômés des écoles de Junker et d'autres centres de formation des SS. Chaque anneau portait, gravé à l'intérieur, le nom du récipiendaire, la date d'attribution et la signature de Himmler. L'anneau était accompagné d'une lettre standard de Himmler,
avec un message généralisé, mais précisant qu'il devait être porté uniquement à la main gauche, à l'annulaire. Dans cette lettre, selon Himmler, l'anneau était un rappel permanent de notre disposition à risquer notre vie pour celle des autres. À mesure que les SS s'étendaient, beaucoup ne purent obtenir l'anneau, si bien que certains membres des SS et de la police commandèrent à des bijoutiers locaux la fabrication de versions non officielles. Si un membre des SS était renvoyé ou retiré du service, il devait restituer son anneau. En 1938, Himmler ordonna la restitution de tous les anneaux des membres et officiers SS décédés, lesquels seraient conservés dans un coffre au château de Wewelsburg. Celui-ci devait servir de monument commémoratif, symbolisant l'appartenance continue du défunt à l'ordre SS. Le symbolisme de l'anneau reflétait l'intérêt de Himmler pour le mysticisme germanique et comprenait le symbole du Totenkopf, tête de mort, lié au culte de la mort, ainsi que les runes armanen associées au paganisme germanique. L'anneau fut conçu par Karl Maria Willigut, un occultiste autrichien, et fabriqué par la bijouterie familiale Otto et Caroline Agar de Munich. Une rune sig de chaque côté du crâne, encadrée par un triangle, représentait le pouvoir du soleil et l'énergie conquérante. Une rune Agal symbolisait la foi et la camaraderie idéalisée par les chefs de l'organisation. Le sens ésotérique de la rune Agal, selon Guido, était « Enferme l'univers en toi et tu le contrôleras ». D'autres runes liées à la protection contre le mal et au salut, ainsi que la classique croix gammée, svastika, complétaient l'iconographie gravée sur l'anneau. Au fil des ans, on a découvert des anneaux comportant d'autres runes et symboles variés, mais il est admis qu'il s'agit de répliques réalisées par des forgerons locaux à la demande d'officiers qui n'avaient pas reçu l'original de la main de Himmler, ou même de copies créées après la guerre. En octobre 1944, Himmler ordonna l'arrêt de la fabrication et de l'attribution des anneaux et exigea que tous les anneaux restants, environ 11 500, soient scellés dans une colline près de Wewelsburg. En janvier 1945, 64% des 14 500 anneaux fabriqués avaient été rendus à Himmler après la mort de leur porteur. De plus, 10% avaient été perdus au combat et 26% restaient entre les mains de leurs propriétaires où leur sort était inconnu. On ignore les véritables raisons ayant motivé le chef des SS à prendre ces décisions, mais on pense que ces anneaux faisaient partie d'une loge secrète qu'il voulait instaurer dans le dos de Hitler, avant de se raviser face à la chute imminente du régime. Icône du mal, les luxueuses épées et dagues d'honneur des SS. En plus des mystérieux anneaux de la mort, les officiers des SS recevaient également de coûteuses épées et dagues comme récompenses officielles pour leurs exploits ou leur respect du devoir. L'épée d'honneur des SS était une épée de cérémonie droite, portée avec l'uniforme des SS entre 1935 et 1945. Présentée pour la première fois en 1935, l'épée des SS fut conçue par Karl Diebitsch, conseiller personnel d'Heinrich Himmler en art et design au sein des SS. L'arme possédait une longue lame fine et droite, fabriquée en différentes longueurs selon la taille du porteur. La poignée du Degen présentait une garde en forme de D au niveau des jointures et une poignée en bois noir rainuré. La poignée était entourée de fils d'argent et ornée d'un disque inséré avec les runes SS en forme d'éclair. Le fourreau était peint avec de l'émail noir et possédait des garnitures décoratives en argent en haut et en bas. Elle était généralement portée avec un nœud tressé en aluminium, orné des runes SS noires sur la poignée. L'épée d'officier était officiellement remise avec un certificat signé à la main par Himmler à des officiers SS sélectionnés, en reconnaissance de mérites particuliers. Elle était également remise aux officiers diplômés des centres de formation des SS. La version pour les sous-officiers était semblable à celle des officiers, mais sans les décorations en argent reflétant leur rang inférieur. Il existait également une version spéciale avec lame en acier Damas, un alliage exquis réputé pour sa surface veinée et son extrême résistance. Ces épées étaient extrêmement rares, car Himmler les remettait personnellement à quelques élus seulement, généralement des hauts gradés des SS ou des hommes d'affaires, et hommes d'État importants possédant un grade honorifique d'au moins SS Oberführer. Comme elles étaient souvent offertes aux destinataires pour leur 50e anniversaire, on les appelait aussi épées d'honneur d'anniversaire. Cependant,
la distinction la plus répandue restait les dagues des SS, introduites en décembre 1933, suivant les traditions analogues de la Reichswehr, de la Luftwaffe et de la Reichsmarine. Elles étaient offertes pour célébrer l'intégration finale des hommes des SS dans les unités spécialisées chaque année. Les dagues étaient remises lors d'une cérémonie de remise des prix qui se tenait le 9 novembre de chaque année, commémorant la date officielle de fondation des SS. La dague d'honneur était une arme officielle de l'uniforme de cérémonie des SS, portée par tous les membres à part entière. Le design de la dague s'inspirait de la dague suisse du XVIe siècle. Le centre de la lame, large, longue et en forme de lance, présentait une arête très prononcée, et la devise officielle des SS, « Mon honneur s'appelle loyauté », était gravée le long de l'axe principal de la lame. La garde et le pommeau étaient nickelés et la poignée comportait des incrustations noires, un aigle Parteyadler argenté et le symbole SS. Le fourreau métallique était laqué en noir brillant, avec embout et chape argentée. Néanmoins, la dague connut plusieurs versions au fil de sa fabrication. La première série, entre 1933 et 1935, portait le logo du fabricant, une poignée en ébène noircie, et la garde gravée avec des chiffres romains de 1 à 3, I pour Munich, 2 pour Dresde et 3 pour Berlin. La deuxième production, entre 1936 et 1938, montrait l'estampille du fabricant avec un code RZM à double étiquette. Le fourreau était poli ou peint en noir et les chiffres romains furent supprimés de la garde. La production finale, de 1938 à 1942, comprenait le code RZM, le fourreau peint en noir, et une insigne d'aigle incrustée dans la poignée, généralement en aluminium ou en métal plus économique. En plus de ces dagues, il existait une variante pour la vieille garde des SS, c'est-à-dire les officiers fondateurs ou ceux ayant rejoint l'organisation avant l'arrivée de Hitler au pouvoir en 1933. Cette dague était identique au modèle de la première série, mais le fourreau était équipé d'une chaîne composée de plaques rectangulaires ornées de crânes Totenkopf et de runes SS, avec un ornement supplémentaire en argent représentant une svastika. Ces dagues, tout comme les anneaux de la mort portant la même symbolique, étaient normalement remises en main propre par Heinrich Himmler lui-même. On a retrouvé certaines dagues gravées de l'inscription « Dans une camaraderie chaleureuse H. Himmler », montrant que les récipiendaires étaient particulièrement appréciés du chef des SS. Bien que ces dagues fussent pratiquement identiques à celles remises aux officiers ordinaires, celles qui ont été récupérées montrent qu'elles étaient fabriquées avec des matériaux de meilleure qualité et sur le marché noir des artefacts nazis, elles sont considérées comme des raretés très coûteuses. La production des dagues d'honneur, comme la majorité des distinctions, fut suspendue en 1942. La pénurie de ressources et les exigences de la guerre, imposant que toutes les matières premières disponibles soient consacrées à la fabrication d'armements et de munitions.